Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Anne-Sophie des mythes entourant l'image corporelle. Anne-Sophie est étudiante en première année au doctorat en psychologie clinique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a aussi développé la campagne de prévention Change ton algorithme qui vise à sensibiliser la population des impacts de l'utilisation des réseaux sociaux sur l'image corporelle et le développement d'un trouble du comportement alimentaire. Bonjour Anne-Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre de ton temps aujourd'hui pour cette discussion nuancée. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Avant d'aller plus loin, dis-nous, c'est quoi l'image corporelle? Bien, l'image corporelle, c'est vraiment défini comme étant la perception, les pensées, les émotions, les cognitions là, qu'une personne va entretenir envers son propre corps. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très subjectif, puis c'est ce qui est le plus important à se souvenir. Ça veut dire que moi, ce que je pense de mon image corporelle, peu importe si de l'extérieur, je correspondrais aux standards de beauté. Si mon image corporelle est négative, moi, je m'apprécie pas, j'aime pas mon corps. Donc, c'est vraiment la notion la plus importante à se souvenir. Okay. Puis par la suite, l'image corporelle, elle va être influencée par les normes sociales, la culture de l'individu, les médias, les idéaux de beauté, la famille, les pères. Donc, c'est vraiment influencé par plusieurs facteurs. OK. Donc, si je peux continuer, là, tantôt je parlais justement, il y a plusieurs composantes à l'image corporelle. Donc, premièrement, là, il y a la composante affective. Donc, okay. ça renvoie vraiment aux émotions, aux sentiments qu'on va avoir envers notre propre corps. Donc, est-ce que c'est des émotions qui sont positives, comme la satisfaction, la fierté, la confiance en soi, ou bien c'est des émotions qui sont plus négatives, donc l'anxiété, la honte, la tristesse, la colère. OK. Donc, ça, ce serait une première composante. Il y a aussi, bien sûr, là, la composante cognitive. Donc, tout ce qui est là, justement les pensées, les croyances que l'individu va avoir à propos de son corps. Ça peut être des jugements sur son apparence physique, sur sa forme, sa taille, ses capacités physiques. Par exemple, une pensée automatique négative qu'on pourrait avoir à propos de notre corps, ça pourrait être qu'on n'est pas assez mince, on n'est pas assez musclé. Puis même si... d'un point de vue extérieur, on correspond à ces idéaux-là, on correspond au corps musclé, on peut quand même penser qu'on ne lui correspond pas. OK, je comprends. Si je continue au niveau de la composante perceptuelle, donc c'est vraiment les perceptions par rapport à notre corps, là, ça le dit. Donc, la perception, on le mentionne aussi, donc va être influencée par plusieurs facteurs, comme les expériences passées, encore une fois, la culture, les attentes sociales, la culture de diète aussi, ce qu'elle va promouvoir. Donc, une personne qui a une perception altérée de son corps pourrait le voir plus gros qu'il ne l'est réellement. Je pense qu'il y a un effet de mode aussi dans les perceptions. Moi, je pense, par exemple, au début des années 2000, on n'avait pas la même perception de la beauté qu'on l'a aujourd'hui. Là. Oui, c'est très passager. Donc, les standards de beauté vont changer. Donc, ton corps pourrait correspondre à les standards de beauté des années 2000. Puis en 2010, là, il ne correspond plus du tout. Exact, c'est un petit peu ça aussi. Puis c'est ce qu'il faut se souvenir lorsqu'on veut faire des changements au niveau corporel, des changements permanents, semi-permanents. Il faut se souvenir que quand même bien que notre corps ne correspond pas actuellement aux normes de beauté, peut-être que dans une couple d'années, ça va revenir. Oui, tellement. C'est important de se souvenir que le concept de beauté est très passager, puis il est très, éphémère. Là, ça change rapidement. Puis finalement, la dernière composante serait la composante comportementale. Donc, tous les comportements, les actions que les individus vont adopter en réponse là, à leur perception, à leurs émotions, donc à toutes les composantes qu'on vient de mentionner. Donc là, ça pourrait être une personne qui a des problèmes d'image corporelle, qui va s'engager dans des comportements alimentaires qui sont un petit peu plus problématiques, donc des régimes extrêmes, de se surentraîner, si on le voit beaucoup aussi, ou devenir complètement sédentaire. Donc... C'est vraiment intéressant. Puis on comprend en fait que l'image corporelle, c'est multidimensionnel. Il y a vraiment plusieurs dimensions qui vont influencer la perception qu'on va avoir de notre image corporelle. Tu mentionnes différents facteurs là, qui peuvent influencer l'image qu'on a de notre corps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, en fait, si je me lance là, dans tout ce qui est au niveau de la culture, donc ça a été vu dans la littérature que oui,
effectivement, la culture peut jouer un rôle. Donc, juste à penser que dans certaines cultures, les formes vont être valorisées, tandis que dans une autre, ils vont vraiment ne pas l'être. Donc, si on pense justement, en Amérique du Nord, actuellement, les standards de beauté, on est vraiment vers un idéal de musculature. Donc, on va s'attendre à ce que les gens soient musclés. C'est ça qu'on trouve beau. Tandis que dans d'autres cultures, quand on regarde certaines régions en Amérique latine, en Afrique, les formes vont vraiment être valorisées. Ça va être synonyme de richesse, ça va être synonyme de que la personne mange bien, de féminité aussi. On va parler qu'une femme peut justement avoir des enfants. Donc, c'est très différent d'une culture à une autre. Fait que ça, c'est sûr, c'est un premier facteur. Par la suite, les influences familiales. Est-ce qu'une personne va recevoir beaucoup de commentaires par rapport à son poids? Est-ce qu'elle va se faire comparer aux individus dans sa fratrie, à ses frères et sœurs? Donc, est-ce que, on parle aussi un peu de génération. Donc, je sais pas si tu le remarques dans ton entourage, au niveau des grands-parents. Parfois, il y a des commentaires qui se font sur le poids qui, actuellement, ne seraient pas nécessairement acceptés. Est-ce que grand-maman et grand-papa fait des commentaires? Est-ce qu'il faut que tu termines ton assiette avant d'avoir un dessert? Donc, tranquillement, avec ces commentaires-là, ça fait qu'on vient à ne plus tant s'écouter, à ne plus tant référer à notre corps comme étant celui qui nous guide. Puis, tout ça peut influencer l'image corporelle au final. Oui, tellement. Puis j'imagine que les médias aussi, comme tu disais, il y a une certaine pression, puis ils doivent avoir un rôle à jouer là-dedans. Certainement. Les médias, je dirais que c'est la chose actuellement là, qui est peut-être la plus prenante chez les jeunes. Là. Donc, c'est un peu... qu'est-ce que ça fait, là, les médias? C'est que ça va vraiment augmenter la comparaison sociale. Donc, on a accès maintenant au mode de vie des riches et célèbres qu'on n'avait pas accès avant. Donc, avant d'avoir de pouvoir avoir accès à l'intérieur de chez Kim Kardashian, on n'avait jamais ça. Là. On n'était pas capable. Là, c'est en 2 clics, on peut y avoir accès. On a justement, on parle beaucoup plus de chirurgie esthétique, donc qui ont l'air plus accessibles du moins. Fait que c'est certain que ça augmente la comparaison sociale, ça augmente l'insatisfaction corporelle d'avoir accès à ces modes de vie-là qui ont l'air super fantastiques. Fait que éventuellement, on devient à être un peu plus insatisfait de notre mode de vie à nous, puis également de notre image corporelle. Fait que c'est de comparer un peu des poires avec des pommes. Là, ça se fait pas vraiment. Non, c'est ça. C'est un autre monde complètement. Là. Exactement. Tu me diras si je me trompe, mais je pense aussi que nos expériences personnelles, les expériences qu'on peut avoir vécues, je sais pas, d'intimidation, d'harcèlement, ça doit avoir un impact sur ce qu'on... Tu sais, par exemple, moi, à l'âge adulte, dans mon passé, j'ai vécu d'expériences par rapport à ça. Ça doit avoir un impact sur comment je vais me percevoir. Oui, certainement. Donc, tout ce qui est discrimination, intimidation reliée au poids, reliée à l'apparence physique, c'est beaucoup quelque chose qu'on entend lorsqu'on travaille avec des gens qui ont des enjeux au niveau de leur image, au niveau de leur alimentation. Ça part beaucoup du passé. Moi, quand j'étais jeune, on me disait que, justement, j'avais des bourrelets. On me disait que j'avais pas de lèvres. On me donnait un surnom, tu sais. Fait que tous ces commentaires-là vont vraiment influencer la perception d'un individu sur son propre corps. C'est des commentaires qui lui ont peut-être fait réaliser certaines caractéristiques que lui-même n'avait pas remarquées, tu sais. Fait que c'est beaucoup quelque chose qu'on voit. Puis, tu sais, malheureusement, il y en a beaucoup de commentaires encore actuellement. Je pense que c'est beaucoup un effort à faire au niveau du primaire déjà, là. Puis de dire que les commentaires sur le corps d'un autre, c'est juste inacceptable, on fait pas ça. Fait que, tu sais, tranquillement, je pense que ça va être quelque chose à travailler. Mais oui, assurément, là, vraiment. C'est vraiment un message important. Anne-Sophie, maintenant que tu es experte de ton domaine, je dirais, donc c'est donc dire que tu connais bien les enjeux qui sont liés à l'image corporelle. Puis je me dis que c'était probablement pas le cas là, il y a quelques années quand tu débutais tes études. Est-ce que tu serais en mesure de nous partager une conception erronée que tu avais par rapport à l'image corporelle que tu avais avant de développer ton expertise, en fait? Oui. Il y en aurait quand même, tu sais, il y en aurait certaines. Là. Je dirais que la première, c'est de dire, l'image corporelle, moi, je croyais qu'elle était plus stable dans le temps. Donc, quelqu'un qui avait jamais eu d'enjeu au niveau corporel demeurait comme ça toute sa vie. Tu sais, moi, je pensais pas que l'image corporelle pouvait être influencée par autant de choses, autant de facteurs. Mais tu sais, en faisant des recherches, en lisant plus sur le sujet, on remarque que la puberté va avoir une influence, la grossesse, la maladie, les gains de poids, les pertes de poids. Donc, on peut avoir par des fluctuations corporelles qui sont plutôt normales, mais qui vont être un peu plus, qui vont être plus visuelles, qu'on va plus les voir. Ça peut influencer les expériences traumatiques. Donc, les traumas vont aussi avoir un lien sur notre image, sur notre alimentation. Donc, on dirait que moi, j'avais
principalement pensé à la grossesse chez la femme, puis j'avais un petit peu mis de côté tous ces autres facteurs-là où j'y avais pas pensé du moins. Fait que c'est sûr qu'en faisant la recherche, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qui peuvent influencer notre image, puis c'est beaucoup plus que ce que je croyais au départ. C'est vraiment intéressant. Donc, en fait, en plus d'être multidimensionnelle, l'image corporelle est influencée par plusieurs facteurs, puis on comprend que n'est pas stable dans le temps. Donc, avec les épreuves qu'on peut vivre dans la vie ou des défis, ou en fait, avec la vie normale, là, elle peut changer puis évoluer aussi. Là. Exactement. Donc, maintenant qu'on a une meilleure idée de qu'est-ce qu'englobe le terme image corporelle, je t'invite à écouter le témoignage d'Emma. Allô, moi, c'est Emma. J'ai 23 ans puis je suis enseignante au primaire. En fait, je suis vraiment obsédée par l'idée du fait que mon corps doit correspondre aux normes de beauté. À mon avis, plus qu'une personne est mince et musclée, plus qu'elle est belle. Mon corps exerce une influence énorme sur mon bonheur. Si je me trouve belle, sans défaut, puis que je me sens bien dans ma peau, je suis vraiment satisfaite. Je me mets une pression énorme pour atteindre ce niveau de perfection. Ça me rend vraiment anxieuse, puis toujours insatisfaite de mon apparence. J'ai récemment décidé que le fait de perdre du poids allait améliorer ma vie, que en fait, ça allait me rendre plus populaire, puis que les gens allaient m'accepter. J'ai commencé à suivre des régimes stricts, puis à faire de l'exercice tous les jours pour perdre du poids. Ces temps-ci, pour être honnête, je sens que je manque d'énergie, puis je suis toujours épuisée. Je passe beaucoup de temps à comparer mon apparence à celle de mes amis, puis des influenceuses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je me sens constamment en compétition, puis insécure par rapport à celle que je vois dans la vie de tous les jours. Là. J'accorde énormément d'importance à ce que les autres pensent de moi, surtout mon apparence. C'est rendu que j'évite de sortir, puis que les situations sociales me stressent, puis j'ai peur du jugement des autres. On remercie Emma pour son précieux témoignage. En l'écoutant, Ariane et moi, on a soulevé quelques éléments qui nous semblaient importants d'aborder aujourd'hui avec toi. On a plus précisément ciblé 3 mythes on aimerait en fait que tu nous aides à décortiquer. Ça te convient? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, le premier mythe qu'on a identifié, c'est le suivant. Donc, le corps idéal est mince et musclé et il est conforme aux normes de beauté actuelles. Bon. Ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est que le corps idéal a souvent été représenté comme tel. Donc, il est musclé, il est mince. Par contre, il faudra aller voir, c'est un corps idéal pour qui? Donc, est-ce que... Parce que, par exemple, ça va différer pour tous. Moi, un corps idéal, pour moi, c'est un corps qui est en santé, c'est un corps qui n'a pas de maladie, c'est un corps qui est fonctionnel. Si vous parlez que le corps qui est musclé, qui est mince, il est en bonne santé, selon moi, oui, c'est un corps idéal. Mais il y a des corps plus gros aussi qui vont être en santé et qui vont être idéaux, encore une fois. Oui. Donc, je pense que la première chose à dire, c'est que la grosseur d'un corps n'est pas associée à la santé. Ça, c'est un autre mythe que je pourrais parler. Oui. Première chose. Emma, quand on écoute son témoignage, en fait, c'est les idées qu'elle apporte, les pensées qu'elle a, c'est des pensées qui sont super partagées au niveau des Québécois, Québécoises. Oui. Donc, c'est difficile de croire qu'un corps plus gros peut également être beau, puisque l'industrie des diètes, ce qui nous montre à chaque jour, c'est des corps qui sont minces, qui sont musclés. On se promène, dans le centre d'achat, toutes les images qu'on va voir, les mannequins sont minces, sont musclés. On écoute la télé, tout ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont minces, qui sont musclées. Par contre, moi, je renvoie un petit peu au fait que quand on va à l'épicerie puis qu'on voit des personnes autour de nous, quand on va à l'école, on voit des corps qui sont différents. Fait qu'on se rend compte qu'il y a vraiment comme un décalage entre ce que l'industrie des diètes essaie de nous montrer puis ce qui est réel. Fait que, tu sais, Emma, ses pensées, je dirais qu'elles sont normales. Sont peut-être pas les plus favorables. Donc, c'est sûr que ça amène certaines obsessions éventuellement. On l'a vu, à 17 ans, si je me sens obsédée, c'est certain qu'à ce niveau-là, il y aurait peut-être un petit travail à faire au niveau des croyances qu'elle a, de les déconstruire peut-être, puis d'en amener d'autres. Mais en même temps, je la blâme pas parce que c'est beaucoup amené par les normes, c'est beaucoup amené par la société dans laquelle on vit. Donc, c'est des pensées qui sont quand même assez populaires, qu'on voit très souvent au niveau des personnes qui ont des enjeux au niveau de leur alimentation, au niveau de leur image. OK. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la comparaison sociale chez Emma? Là? Donc, on dit qu'elle se compare beaucoup aux influenceuses sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, ça ramène à ce qu'on a dit tantôt. De se comparer, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Donc, c'est quoi la comparaison sociale? C'est d'évaluer sa valeur en fonction de celle des autres. Donc, quand on va voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, dans la rue, on le fait tout un petit peu là, inconsciemment. Est-ce que je suis mieux que cette personne-là ou je suis un peu moins bien que cette personne-là? Donc, on le fait à différents degrés, tu sais.
c'est sûr, là, c'est clair. Mais sur les réseaux sociaux, ben, c'est tellement facile parce que dès qu'on voit une nouvelle image, c'est une nouvelle personne, on a accès à son corps, on a accès à, justement, ben, son mode de vie. Fait que la comparaison est tellement facile. Ah oui. Donc, c'est difficile de ne pas tomber dans ce piège-là, là, même quand on est sensibilisé, même quand on est informé. Là. Puis on a l'impression, tu me diras si je me trompe, que quand on voit justement ce que ces personnes-là vont faire pour avoir un si beau corps, ben on se dit, crème, si je fais la même chose, je vais avoir un corps pareil. Ouais. Donc on se met à mettre toutes sortes de choses en œuvre dans nos vies, puis souvent, ben, le résultat est décevant parce que c'est pas le cas. Là. Non. Même si on prenait plein d'individus, qu'on faisait une étude, qu'on disait, bon, pendant la prochaine année, vous mangez la même chose, vous vous entraînez de la même façon, on terminerait avec tous des corps différents. Exactement. Puis, on va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, la génétique a tellement une grande influence, notre environnement. Donc, c'est ça qu'il faut déconstruire un petit peu. Puis c'est dur à croire quand on a tellement été conditionné qu'on a tout le contrôle sur notre corps. On est capable de le changer avec une bonne petite alimentation, de l'exercice physique. C'est tellement difficile à déconstruire, puis c'est normal, là. Fait que c'est ça. C'est un travail à long terme. Si on est capable de semer une graine dans l'esprit de certains, ben c'est ça, l'objectif sera complété. Oui, vraiment. C'est le but de notre intervention aujourd'hui, notre épisode. Alors, Anne-Sophie, tu disais tantôt en bonne santé, donc que tu valorisais surtout les corps qui sont en bonne santé. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu réfères exactement? Bien, je dirais en fait que ça serait l'absence de maladie. Tu sais, éventuellement, avec les expériences qu'on a dans la vie, tu sais, moi, mon père est malade, fait que ça te fait prendre une certaine position par rapport à ben qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de notre corps, qu'est-ce qu'on veut. Fait que tu sais, au départ, ben oui, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, mais j'ai complètement changé depuis son diagnostic au niveau de ben moi j'aimerais bouger pour que mon corps éventuellement soit dans la meilleure position possible au niveau des maladies, au niveau de mon système immunitaire. Donc c'est plus rendu au niveau du physique, au niveau de l'esthétique, je dirais, mais plutôt, ben moi, j'aimerais ça que mon corps soit capable, si jamais il y a une maladie, tu sais, que je dois affronter une maladie, ben qu'il soit prêt à me débattre, à me défendre. Fait que moi, dans mon cas, en bonne santé signifie justement l'absence de maladie qui me permet justement de faire mes activités quotidiennes, qui me permet de voyager, qui me permet de me fixer des objectifs physiques qui peuvent être atteignables. Donc, tout le concept de bonne santé va changer. Donc, si on se fie uniquement à l'apparence, tantôt j'ai dit qu'il n'y avait pas vraiment de lien à être fait entre la santé et l'apparence physique ou la grosseur d'un corps, mais il y en a, bon, qui vont éventuellement faire ce lien-là. Donc, encore une fois, je l'ai mentionné, on a été conditionnés pour ça, je ne les blâme pas. Mais c'est certain que les standards de beauté actuels, ben, en Amérique du Nord, ils mettent surtout de l'avant des silhouettes qui sont minces et musclées, probablement parce qu'eux aussi considèrent que c'est les silhouettes qui sont le plus en santé. Fait que c'est sûr que c'est difficile de faire sa propre idée sur ce qu'on trouve beau lorsque notre société nous dit clairement c'est quoi qui est un corps désirable, qui est en santé, versus un corps qui est non désirable puis qui est pas nécessairement en bonne santé. Oui, c'est vraiment intéressant. Là. C'est comme l'aspect qui est tout subjectif là, par rapport aux préférences. Puis on comprend un peu qu'il n'existe pas de corps parfait ou idéal, puis que la pression des gens autour de nous, puis la pression en fait que les gens peuvent se mettre à cet égard-là provient entre autres des standards de beauté qui sont ancrés dans la culture, dans la société. Il y aurait effectivement un effet de la culture, oui, sur ce qu'on considère beau ou non, mais également sur les préjugés corporels qu'on entretient envers les individus qui ont un poids un peu plus élevé. Donc, cet été, je suis allée passer, tout l'été, 4 mois en Europe pour écrire un article avec un chercheur espagnol. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a comparé les préjugés corporels des adolescentes canadiennes, québécoises, à ceux des Espagnols de 11 à 17 ans environ. Donc, dans cet article-là, on regardait premièrement les effets négatifs envers les individus qui ont un poids un peu plus élevé. On regardait également si le poids était une question de volonté ou non. Puis on regardait aussi si les adolescentes avaient peur de prendre du poids. Puis ce qu'on a vu, c'est que les Canadiennes scoraient plus haut dans toutes ces 3 sous-échelles-là. Donc, qu'elles avaient plus peur de prendre du poids, qu'elles avaient plus d'émotions négatives envers les personnes qui ont un poids plus élevé et également là, qu'elles croyaient là, que le poids était une question de volonté. Donc, on pouvait le contrôler un peu là, à notre guise. Donc, c'est quand même une donnée qui est intéressante. Puis, on voit également que le taux d'obésité est légèrement plus élevé au Canada. Donc, ça pourrait peut-être avoir quelque chose à jouer. Donc, tu sais, je ne veux pas trop me lancer dans les causes de tout ça, mais on sait que les individus qui vivent avec de l'obésité vont avoir beaucoup de préjugés corporels qui vont être dirigés envers eux. Donc,
justement, qui vont peut-être être paresseux, qui vont peut-être être lâches. Donc, éventuellement, mais ça n'amène pas le goût d'aller s'entraîner, ces commentaires-là. Comme certains penseraient, on va plutôt voir une espèce de démotivation, puis éventuellement, des comportements un peu plus sédentaires. Donc, en tout cas, je m'éloigne, là, mais c'est beaucoup pour dire que oui, effectivement, la culture a vraiment un rôle à jouer, autant dans ce qu'on considère beau que dans toutes nos pensées, nos croyances sous-jacentes. Oui, c'est tellement intéressant. Puis, on peut penser que certaines personnes peuvent se mettre beaucoup de pression pour atteindre ou pour correspondre aussi à des standards de beauté qui, quand on prend du recul, comme on le fait en ce moment, là, ces standards-là sont complètement irréalistes. Hein. Oui, 100%. Il y a de plus en plus d'études qui vont démontrer qu'on a parlé de contrôle de tantôt. Ouais. Quand je disais la génétique joue pour une grande part, en fait, c'est que ce qui a été démontré, c'est qu'on contrôlerait aussi peu que 30%. Donc, de notre variation corporelle. Là, c'est sûr, il y a des gens, ça va être un peu plus. Il y en a d'autres, ça va être un peu moins. C'est moyenne. Exactement. Donc, c'est une étude qui avait été faite là, au Québec, si je ne me trompe pas, puis il y avait un très grand échantillon. Là, donc, je pense qu'on est comme près de 100 000 là, personnes. Puis encore une fois, de faire passer le message à nos parents, à nos grands-parents, c'est tellement difficile de dire, hey, finalement, moi, je t'apprends aujourd'hui que tu contrôles très peu ton poids. Oui. Là, c'est sûr qu'on a toutes sortes de personnes qui vont dire, ah, mais moi, tu sais, j'ai été capable de perdre du poids, Parfait. Donc, on va aller voir, après ça, dans les 2 ans qui ont suivi ta perte de poids, est-ce que tu l'as repris? Oui, c'est Dans ça. 95% du cas, ces personnes l'ont repris. Fait que, tu sais, effectivement, les standards sont irréalistes. C'est difficile à atteindre. On l'a dit tantôt, si on mangeait toute la même chose, on s'entraînait tous de la même façon, on réussirait même pas à tout ressembler au même corps. On se ressemblerait pas du tout. Non. Fait que quand on essaie d'atteindre un corps qu'on voit sur les réseaux sociaux puis de se dire, moi, je veux avoir ce corps-là, comment? Ouais. C'est un peu impossible, là, effectivement. Il n'y a pas de recette qui va donner nécessairement. Non, malheureusement, non. C'est vraiment intéressant. Si ça te va, on irait maintenant vers le deuxième mythe. Oui. Donc, deuxième mythe serait la perte de poids mène automatiquement au bonheur et à la confiance en soi. Donc, c'est quelque chose qu'on perçoit dans le discours d'Emma, mais aussi dans le discours de plusieurs adolescentes ou jeunes adultes, là. Même les adolescents aussi. On nomme des femmes depuis tantôt, mais l'image corporelle, c'est un problème chez les hommes aussi tout autant. Là, on va en revenir un peu plus tard, là, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, dans cette phrase-là, je mets vraiment l'emphase sur le mot automatiquement. Donc, la perte de poids mène automatiquement au bonheur, à la confiance en soi. C'est important parce que, non, effectivement, c'est pas automatique qu'une perte de poids amène directement la confiance en soi, le bonheur. Par contre, c'est un discours qui est très promu par la culture des diètes, donc minceur est égal bonheur, qui est difficile à déconstruire parce que c'est ça qu'on se fait dire tout le temps. Même là, quand on fait une recherche sur Google, vous pouvez la faire de votre côté, écrivez personne mince. Vous allez voir des photos de gens qui sont heureux, qui se promènent avec le gros sourire. Ils sont jamais tristes. Puis finalement, quand on fait le contraire, qu'on écrit personne grosse, on voit des images qui sont... épouvantable selon moi. Les personnes vont avoir des émotions qui sont négatives, vont se regarder, vont se toucher le ventre. On va voir des photos de personnes qui vont manger d'une façon qui est vraiment pas naturelle, là, qui va être un petit peu pas très attirante. Oui. Donc, c'est sûr qu'on est conditionné, encore une fois, à penser que si on a un corps plus mince, on va être plus heureux. Par contre, il y a une certaine nuance parce qu'il y a des gens que, oui, ils vont peut-être perdre quelques livres, vont se sentir mieux, vont se sentir, les fluctuations corporelles, c'est normal. On en vit tous. Oui. Fait que, tu sais, ça se pourrait que moi, s'il y a une période de ma vie où je suis plus occupée, je prends un petit peu de poids, puis ça se pourrait que je me sente moins bien parce que je me sentirais moins... comment je pourrais dire? Il y a peut-être des tâches qui seraient plus difficiles pour moi. Il y a peut-être, tu sais, dans mes vêtements que j'avais avant, peut-être qu'ils me feraient plus. Fait que c'est sûr que peut-être que je me sentirais un petit peu moins confortable, mais c'est une fluctuation qui a été normale, qui a été naturelle. Fait que oui, peut-être qu'après ça, moi, j'aimerais revenir au poids que j'avais avant. On n'en parle plus. Ça affecte pas nécessairement mon estime. Ça affecte pas nécessairement autre sphère de ma confiance en moi. Oui. Fait que je dirais que ces personnes-là, peut-être, tu sais, que après avoir perdu leurs petits 5 livres qui ont pris dans une période qui était plus difficile, peut-être que oui, ils se sentiraient mieux parce que c'est leur poids normal, leur poids redeviendrait à la normale, puis ça les affecterait positivement. Là où il y a un problème, c'est quand on change d'une préoccupation à une obsession. Donc, oui, on peut avoir certaines préoccupations par notre poids. Si on devient obsédé au fait de perdre du poids parce qu'on sait que ça va nous rendre heureux, mais que finalement... Tu sais, le discours est seulement teinté par l'industrie des diètes puis que ça part de zéro, des
émotions qu'on avait déjà vécues. Ou, tu sais, je dirais qu'il y a une certaine nuance à apporter par rapport... Puis on va vraiment la faire, on va vraiment la déceler par rapport aux préoccupations et à l'obsession. Oui. Parce que je vois aussi dans ton discours, tu me diras si je me trompe, mais tu parles d'une fluctuation de 5 livres dans des moments plus difficiles. On ne parle pas de perdre ou de gagner 80 livres. Là. C'est ça aussi, là, je pense qu'il y a quand même une nuance à faire par rapport à ça. Là. Exactement. Puis tu sais, en tant que futur psychologue, puis en tant qu'étudiante en première année, là, je souhaite le mentionner parce que tu sais, je commence mon parcours, je suis encore en train de me positionner dans cette espèce de continuum-là de... c'est quand une perte de poids ou un retour au poids normal va amener justement la personne à être bien ou est-ce que c'est quand que ça devient problématique? Je sais que toujours, dans tous les cas, il y a un travail à faire au niveau du cerveau, au niveau psychologique. Il y a certaines questions à se poser. Pourquoi est-ce que je veux perdre mon poids? Fait que je suis encore en train de me positionner dans ce continuum-là de dire est-ce que c'est correct qu'une personne souhaite perdre du poids pour se sentir mieux? Bien, après ça, on va aller poser certaines questions. Ouais. Sentir mieux comment? Est-ce que tu as déjà été à un poids plus faible? Comment tu te sentais à ce moment-là? C'est un travail à faire en soi, mais c'est sûr que la phrase « la perte de poids mène automatiquement au bonheur, la confiance en soi », c'est sûr, c'est faux. Donc, pour moi, c'est faux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Puis on comprend aussi qu'une personne pourrait s'embarquer dans une quête de bonheur qui est inatteignable si elle est uniquement orientée, cette quête-là, autour de la perte du poids. Là. Certainement. Puis, tu sais, perdre du poids, on en parle un petit peu de façon comme ça, bénigne, mais c'est beaucoup plus complexe. Encore une fois, on l'a vu, on contrôle pas tant. Fait que ça se pourrait que la personne soit juste démotivée. Fait que démotivation après démotivation. Elle va commencer à vouloir se valoriser aussi beaucoup sur son physique. Dans le fond, quand on se dit, je vais être plus heureux quand je vais être un peu plus mince, ça veut dire que ton corps est une grande source de valorisation pour toi. Oui. Puis ça veut dire qu'actuellement, t'es moche, puis tu vaux rien. C'est un peu d'encourager ce discours-là aussi. Tellement. Fait que c'est de dire, est-ce que je suis capable de varier les sources de motivation, de valorisation pour moi? Est-ce que je me valorise surtout par mon corps ou est-ce que mes études, mon travail, mes relations sociales, mon intelligence émotionnelle, est-ce que c'est aussi des choses qui me valorisent? Si on voit que la quête de bonheur est inatteignable, que la personne ne peut jamais être heureuse, c'est peut-être que là, son corps prend beaucoup trop de place dans sa valorisation puis dans son bien-être, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est vraiment pertinent comme nuance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les problèmes, la détresse que ça peut entraîner d'avoir des standards de beauté qui sont irréalistes? Oui, c'est sûr qu'il y a un grand lien à faire avec la comparaison sociale. Donc, on en a parlé au début. Si on est toujours en train de se comparer, éventuellement, la comparaison peut amener des problèmes reliés à notre alimentation, reliés à notre enjeu, à notre image corporelle, bien sûr. C'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, on va parler de restrictions. On va également parler de comportements alimentaires qui sont problématiques. Il y en a qui vont avoir de l'hyperphagie. Donc, en fait, tous les troubles de comportement alimentaire sont à risque à ce moment-là. On va parler également de perte de confiance en soi, d'humeur dépressive, d'irritabilité, donc des comportements de surveillance corporelle. Donc, les personnes, tranquillement, qui se comparent, qui vont toujours consommer du contenu de beauté, de standards de beauté. Tranquillement, tu commences à prendre plus conscience de ton corps à toi. Tu vas te regarder un peu plus dans le miroir. Tu vas commencer à dire, comment ça, moi, mon bras est plus gros? Comment ça, moi, j'ai des bourrelets, j'ai pas d'abdominaux. Fait que tu vas commencer à te regarder, à te scruter. Il y en a qui vont utiliser des méthodes comme la balance, le ruban mesuré pour se mesurer. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, tous ces comportements-là vont amener à une humeur qui est un peu plus dépressive, qui est un petit peu moins élevée. Puis la confiance en soi, va écoper un petit peu plus. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur la confiance en soi? Oui, encore une fois, c'est un concept là, qui fait partie de l'estime de soi. Là. La confiance en soi, c'est une des parts d'estime. Puis, j'en ai parlé tantôt. Pour avoir une belle confiance en soi, il faut diversifier nos sources de valorisation. Malheureusement, ce qu'on voit chez les gens qui ont des enjeux au niveau de leur image, au niveau de leur alimentation, c'est que leur corps, souvent, ils ont été beaucoup valorisés par leur corps. Fait que ça va être les gens qui, en grandissant, ils vont s'être fait beaucoup dire « Ah, t'es donc bien beau, t'es donc bien belle ». Puis souvent, les mêmes commentaires qui sont par rapport à leur physique, qu'éventuellement, à la puberté, vont peut-être avoir eu un changement corporel qui vont se le faire dire un petit peu moins. Donc, ils vont réaliser « moi, c'était mon corps qui me valorisait. C'était ça qui faisait que, mon Dieu, j'étais remarquée. Fait que maintenant que là, je me fais plus remarquer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je retrouve mon corps d'avant. Fait que ça va être là, à ce moment-là, que les personnes vont embarquer dans des comportements qui sont un petit peu plus problématiques. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je propose, en fait, c'est vraiment de diversifier nos sources de valorisation sur des choses qui sont pas physiques. Donc, ça peut amener aussi la nuance de...
quand on fait des commentaires à quelqu'un, un compliment, Oui. ben ça serait pas nécessairement de l'axer sur le physique. Fait que d'essayer de trouver autre chose. Ben, j'aime vraiment passer du temps avec toi, tu me fais sentir bien. J'aime vraiment ton humour, tu me fais rire, tu me fais toujours rire. T'sais, avec toi, c'est fun. T'sais. Fait que de vraiment faire des commentaires qui sont axés sur la personne en soi plutôt que sur son emballage, je dirais, parce qu'éventuellement, si cet emballage-là change, ben la personne, qu'est-ce qu'elle dit, c'est « je suis de moins que rien, j'ai plus rien pour me valoriser ». Oui, j'adore ce que tu nommes, puis ça montre à quel point on est tellement plus que notre enveloppe corporelle, là, on se limite pas à ça. Là. Tellement, puis je fais souvent, tu sais, un atelier, là, quand je fais des conférences avec les jeunes, puis je leur dis, vous le réalisez peut-être pas actuellement, mais votre corps, c'est la chose la moins importante à propos de vous, puis comment je leur fais imager ça parce que ça peut être difficile à croire, surtout à cet âge-là où le physique est tellement important. Ben, c'est de dire, pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que ce soit un membre de votre famille, frère, soeur, maman, papa, grand-mère, ou un ami d'enfance, quelqu'un que vous adorez. Puis c'est de dire, si cette personne-là perdait 20 livres, est-ce que vous la traiteriez de la même façon? Puis là, souvent, ben, je vois des petits oui, des petits hochements de tête. OK, si cette personne-là prenait 20 livres, est-ce que vous la traiteriez de la même façon? Ben oui. Puis il y en a souvent qui disent, ben ça en fait plus à aimer. Fait que je suis comme, bon, super, c'est ce que je veux entendre. Puis par la suite, je leur dis, ben c'est la même chose pour vous aux yeux de ces personnes-là. Aux yeux des personnes qui vous aiment beaucoup, pour qui vous êtes, ben c'est la même chose. Ils vont pas vous traiter différemment si vous avez un changement corporel. Puis c'est important de s'en rappeler. Puis souvent, ben, quand je fais mes conférences aussi, je vais leur dire que moi, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à ça surtout, c'est que j'en ai eu des enjeux au niveau de mon image lorsque j'étais plus jeune. Puis c'est de dire, ben ce que je parle, ben c'est, tu sais, j'ai une espèce de vécu qui l'appuie aussi. Fait que de parler aux jeunes, je trouve que ça rajoute une certaine crédibilité à ce que je dis. Puis que moi aussi, ben quand mon corps a changé dans des périodes de ma vie, ben les personnes autour de moi qui comptaient vraiment, ben ont pas changé leur façon de s'adresser à moi, ont pas changé leur amour envers moi. Fait que c'est ça, c'est un peu de rendre la chose un petit peu plus crédible à leurs yeux. C'est plus tangible pour eux aussi à cet âge-là. C'est plus facile à croire qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient le dire puis qui le mentionne ouvertement. Oui, qu'elle l'a vécu aussi. Puis, tu sais, j'irais avec le revers de la médaille aussi. S'il y a des gens pour qui leur attitude change quand vous allez prendre du poids ou vous allez en perdre, ben ces personnes-là sont pas importantes dans votre vie autant que vous le croyez. Tu sais, ils vont pas avoir une présence là, qui est importante. Là. Exactement. Ça fait un petit filtre naturel. Exactement, c'est ça. Oui. Alors, j'irai maintenant vers le troisième mythe, Anne-Sophie. Je pense que c'est un mythe qui est très important. Tu en as parlé un tout petit peu au début. De croire, en fait, que les personnes qui ont un surpoids sont paresseuses ou manquent de volonté, ils veulent pas perdre de poids. Ils n'ont pas envie de le faire. Ben, je pense que ce mythe-là va vraiment faire un petit melting pot de tout ce qu'on a dit un peu. Ça fait partie des préjugés corporels qu'on entretient par rapport aux gens qui ont un poids plus élevé. C'est de dire, ben, ces personnes-là sont paresseuses, ils veulent pas bouger, ils vont pas s'entraîner, ils maintiennent pas une alimentation qui est saine. Tous ces préjugés-là, au final, ils sortent de où? T'sais, on n'est pas avec la personne à 100% du temps. Non. Est-ce qu'on le sait si elle mange pas bien? Est-ce qu'on le sait si... c'est de dire, ben c'est encore de faire le lien entre le poids puis la santé. C'est encore de faire un lien entre le poids puis des caractéristiques telles que la lâcheté ou la paresse. Puis ça me ramène encore une fois à dire, quand on sait qu'on contrôle aussi peu que 30% de notre poids environ, ben à quel point ces énoncés-là perdent la valeur, à mes yeux. C'est de dire ça n'a aucun lien. Puis il y a la génétique, encore une fois, j'en reparle. Là, je ne veux pas trop me lancer là-dedans, mais je me dis, si ta génétique te prédispose à avoir un poids qui est un peu plus élevé, quand même bien que tu essaieras tout, tu es quand même prédisposé à ce poids-là. Fait que ça veut dire que ces personnes-là vont recevoir des préjugés corporels, même s'ils mangent la même chose que nous, même s'ils ils ont une alimentation qui est dite saine, même si, tu sais, fait que je trouve ça plate. Je comprends de où ça provient, les préjugés. Je trouve que ça serait un travail qui est très important, puis c'est ce que j'essaie de faire lorsque je vais sensibiliser dans les écoles. Mais c'est très difficile à déconstruire comme préjugé, comme mythe. Là. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est de se rappeler au niveau du contrôle qu'on exerce. C'est de se rappeler que ces caractéristiques-là ne sont pas nécessairement, pas directement associées à l'individu qu'on croise dans la rue qui a un poids plus élevé. C'est de se dire, je connais pas la personne, je vais pas commenter son poids tout simplement. Tu sais, moi, dans un monde idéal, il n'y en a pas de commentaires sur le poids, là, on peut s'arrêter. Fait que c'est un peu ça.
C'est vraiment fascinant ce que tu apportes aujourd'hui. Puis en gardant ça en tête, je pense que ça peut éviter d'accorder trop d'importance, mais aussi trop d'énergie à la variable qui est le poids là, sur laquelle, en fait, on exerce plus ou moins de contrôle. Oui. Bien, exactement. Tu sais, on est une société en Amérique du Nord qui adore trouver un coupable. Donc, c'est de dire... Qui est-ce qui est coupable de ce poids-là? Bien, c'est la personne elle-même. C'est de sa faute. Elle est maître de son propre destin. On est vraiment une société comme ça. Oui, c'est vrai. Malheureusement, il faut vraiment se détacher de cette croyance-là. Parce que même si les individus qui ont un poids plus élevé, ils ont beau bien manger ou avoir une alimentation qui est dite saine, puis faire de l'exercice 24 heures sur 24, bien, ça se pourrait que leur poids ne changera pas. Ou très peu. Fait que c'est vraiment important de se détacher de ça. Puis je pense que ça peut devenir rassurant pour certains individus qui ont toujours essayé de trouver la cause de leur poids plus élevé puis de dire, ben moi, j'ai toujours été au régime, j'ai toujours essayé de perdre du poids. C'est quand même rassurant de savoir qu'il y a une part de toi, tu sais, qui dit, ben, tu sais, de dire que ton contrôle, au final, était tellement minime. Oui, c'est ça. Je trouve ça quand même bien, tu sais, aussi de le dire aux personnes, tu sais, aux personnes qui ont vécu tellement la détresse par rapport à leur poids. Je trouve que c'est vraiment d'aller chercher un petit peu de rassurance à ce niveau-là. Oui, tu as tellement raison. Écoute, merci Anne-Sophie pour cette discussion qu'on a eue ensemble qui a été vraiment des plus enrichissantes. Cet épisode aujourd'hui nous a permis de déconstruire certains mythes qui, je crois, étaient vraiment importants à déconstruire là, en lien avec l'image corporelle, puis aussi d'explorer certaines pistes d'action. Mais pour aller encore plus loin, pour avoir plus de trucs, de stratégies pour développer une saine image corporelle. Rendez-vous dans notre prochain épisode, en fait, qui est dans notre volet santé mentale, là, qui va promouvoir certains trucs et astuces pour avoir une saine image corporelle. À nos auditeurs, bien, encore une fois, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes pour être à l'affût de nos nouveaux épisodes. À bientôt! Bye! Cet épisode du balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.